Planifiez mieux avec le balado Le Planif. Bonjour et bienvenue au balado Le Planif. Nous avons une édition toute spéciale à vous présenter. Il s'agit d'un enregistrement capté devant public. Récemment, le balado Le Planif a tenu une soirée avec plusieurs invités et nous avons enregistré des extraits devant public. Le premier invité à vous présenter, il est tout à fait extraordinaire. Vous le connaissez depuis nombreuses années. Le journaliste Jean-François Lépine, il est correspondant, il est conférencier, il a été ambassadeur, on l'entend encore au 98.5 Cogeco Média, mais donc il nous a partagé ses impressions sur la situation géopolitique mondiale actuelle depuis l'élection de Donald Trump et qu'est-ce qui nous attend. La décennie qui s'en vient est qualifiée de décennie dangereuse. Vous saurez pourquoi. Mais je pense que le monde, Jean-François, tu l'as parcouru. Oui, probablement. J'ai été chanceux pendant 40 ans. J'étais payé pour faire ça à Radio-Canada et j'ai fait plusieurs émissions internationales et puis voilà. Puis je suis content d'être ici, mais je vous dis tout de suite, je suis pas un spécialiste des marchés boursiers et des investissements, mais souvent c'est intéressant de connaître peut-être les prédictions géopolitiques pour comprendre peut-être ou prévoir ce qui va arriver dans les marchés. Ouais, alors on va s'amuser. Jamais, moi je dis tout le temps on s'amuse parce que c'est un domaine qui me passionne et puis il y a des personnages aussi qui sont amusants, même s'ils sont dangereux. C'est ton petit montage qu'on voit ici oui. À l'écran. Alors, la décennie dangereuse, Ukraine, Gaza, Taïwan. Et là, on voit les trois grands dirigeants du monde, peut-être le trio de l'axe du mal, presque, qui a changé depuis que George Bush avait identifié ça. Dans un sens, parce que... Bon, Xi Jinping et Poutine, j'en ai beaucoup parlé dans le passé. C'est des personnages qui ont vraiment ce cynisme, cet autoritarisme négatif dans le monde qui a des conséquences négatives, même si certaines, en tout cas surtout dans le cas de Xi Jinping et du Parti communiste chinois, le Parti communiste chinois a au moins, j'ai écrit tout un livre là-dessus, eu le mérite de renverser complètement, depuis la mort de Mao, l'économie chinoise et de lui donner un dynamisme qu'on connaît aujourd'hui, hein, puis on pourra en parler beaucoup. Mais quand je parle d'années dangereuses, ça vient de Poutine. Poutine, chaque année, rencontre, puis en 2020, il rencontrait toujours un groupe de scientifiques, en tout cas l'élite scientifique russe, devant laquelle il fait une présentation. Il les écoute pas tant que ça, mais en tout cas, il leur fait une présentation qui est une sorte de tribune. Et cette année-là, il avait dit la décennie qui s'en vient sera une décennie dangereuse. On sait maintenant à quel point il sentait cette frustration de la pression de tous ces pays de l'Est de l'Europe qui se rapprochaient de plus en plus de l'OTAN. La Russie se sentait coincée. Lui-même rêvait de fonder son pouvoir qui commençait à s'étioler sur une nouvelle expansion de la Russie et tout ça. Puis c'est la décennie dangereuse, un peu par hasard. Elle a commencé par une pandémie. Si tu veux qu'on en parle à un moment donné, c'est intéressant aussi, parce que moi, je prétends que la pandémie, au début de cette décennie-là, a révélé quelque chose de terrible qui s'en venait, mais qu'on a vraiment vu se dérouler devant nous, c'est-à-dire le manque de solidarité internationale. D'abord, la Chine, d'où venait la pandémie, a refusé systématiquement d'offrir à l'Organisation mondiale de la santé et au reste du monde les origines exactement de ce microbe-là de ce virus qu'on a d'abord qu'on a appris bien en retard. Moi, j'étais en Chine pendant que les gens mouraient à Wuhan, puis il y avait des rumeurs qui circulaient, mais il a fallu attendre le 20 janvier que le gouvernement décrète vraiment qu'il y avait un problème sérieux et tout ça, puis les gens mouraient dans la ville de Wuhan, une petite ville de 11 millions d'habitants, comme il y en a beaucoup en Chine. Mais l'autre aspect négatif de la pandémie, c'est cet aspect que les riches comme nous, on a fait nos vaccins, on s'est dépêché. Les Chinois ont fait leurs vaccins aussi, mais surtout, eux, ils ont complètement fermé leur pays de façon tellement étanche qu'ils l'ont finalement tué, le virus, mais ça a coûté très cher à l'économie chinoise, ça a pris des années. Mais nous, on a créé nos vaccins, puis on a très peu partagé nos vaccins avec ce qu'on appelle le Sud global, les pays les plus pauvres et tout ça. Et ça, pour moi, c'est un début de ce que je décris aujourd'hui comme le manque de solidarité internationale, on pourra en parler.
Et la décennie dangereuse, ben, c'est Poutine qui physiquement l'a commencé en 2022 en envahissant l'Ukraine, puis on sait ce que ça donne maintenant. Là, le retour de Trump, c'est un choc. Oui. Parce que maintenant, il est encore plus puissant. Oui, il s'est beaucoup mieux préparé. Et surtout, il s'est entouré de gens qui sont des doctrinaires, qui préparent tout ça depuis très longtemps. Puis il s'est entouré, aujourd'hui, c'était les audiences pour Robert Kennedy Jr., il s'est entouré de gens qui sont extrêmement imprévisibles. À la tête de la santé. Exactement. Un personnage qui est un sceptique face au vaccin, qui a dit toutes sortes d'horreurs. En tout cas, je n'irai pas dans ces détails-là parce que vous les lisez dans les journaux et tout ça. Puis, alors, c'est ça qui est à la fois inquiétant, entouré de doctrinaires. Mais moi, j'essaie toujours de voir les choses et de me dire, bon, où est-ce que ça s'en va, tout ça? C'est sûr que tous ces propos sont extrêmement épeurants. Moi, si vous voulez savoir ce qui me fait le plus peur de ce personnage-là, c'est quand, par exemple, il décide que l'ancien directeur de la santé, le Dr Fauci, il va le priver de sécurité. Ce gars-là est menacé par des gens d'extrême droite aux États-Unis. Ouais. Comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle de la pure mesquinerie, du pur cynisme. Et c'est extrêmement grave parce que c'est comme ça qu'ils pensent. Tu sais, on a toujours tendance à voir dans les personnages publics, les personnages politiques, quels sont leurs bons côtés, tout ça. Il y a toujours eu aussi dans l'histoire, même chez les dictateurs, certaines valeurs, mais j'ai beaucoup de difficultés, moi, avec les valeurs que dégage Trump. C'est la haine, c'est regardez son discours. La vengeance. Oui, la vengeance, quand il a été intronisé. Il est président des États-Unis. Il y a l'ancien président à côté. Il ramasse. L'économie américaine sort de la pire crise, a-t-il dit, de son histoire. Écoutez, on le sait tous, là, que c'était entièrement faux, mais c'est comme ça tout le long. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Pour ce qui est du reste, il est très habile dans ses premiers jours. Hein. Il lance toute une série de mesures tous azimuts. On n'a pas le temps de voir ça passer. Mais si vous regardez comme il faut, il y a beaucoup de ces mesures-là qui sont déjà arrêtées. Aujourd'hui même, il avait ordonné qu'on arrête tous les fonds aux organismes sociaux, aux organismes du gouvernement fédéral qui aident les gens les plus démunis, entre autres. Et il a été obligé de reculer, pas nécessairement parce qu'il y a encore une fois quelqu'un qui a levé la main et qui a dit « c'est passé », mais parce qu'il s'est rendu compte. Et c'est ça parce qu'il s'est rendu compte que il privait des petites gens de Medicaid, de toutes sortes de choses. Et ça allait faire une catastrophe qui était contraire même à son discours. Lui, il vient sauver les petites gens. Tu sais. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir il va y avoir beaucoup d'alarmisme. Il va falloir être extrêmement prudent. J'espère que les gestionnaires financiers vont l'être aussi, parce qu'il y a beaucoup d'émotions aussi dans les marchés, dans toutes sortes de choses. Oui. Mais on le voit quand il y a eu cette histoire de la compagnie d'intelligence artificielle chinoise, j'oublie le nom, DeepSeek. Vous avez vu, tout ça est sorti dans les médias au moment où il parlait à des républicains, un espèce de rassemblement de prestige, là où il allait encore se vanter. Puis quand il parle de ça, il est vraiment, on le voit, qu'il est complètement déstabilisé parce qu'il vient d'annoncer 600 000 $ d'investissement dans l'intelligence artificielle. Milliards. Milliards, qu'est-ce que j'ai dit? 600 000. 600 milliards. Il vient d'annoncer 600 milliards quelques jours avant et là, on apprend tout d'un coup que les Américains peut-être investissent trop, sont pas assez bons. Justement, j'envoie la question. Ça semble être calculé par les Chinois de lancer leur intelligence artificielle à ce moment précis-là. Probablement. Ça peut être ça aussi. C'est une entreprise qui est en plein développement à l'étranger. C'est un peu pour ça qu'elle le fait aussi. Ouais. Mais effectivement, aujourd'hui, on le voit, c'est la compagnie Alibaba qui lance aussi une intelligence artificielle, disent-ils, plus performante que l'autre. Est-ce qu'elle est moins coûteuse? Ça, c'est pas... C'était surtout le coût qui a fait changer les marchés financiers. Parce que pourquoi on investit des fortunes, si c'est pour ne pas être performant? Oui, on peut rappeler que DeepSeek, l'intelligence artificielle similaire à ChatGPT... Oui, la version 1. Oui, et c'est 6 millions de dollars que ça a coûté. Il faut dire que son fondateur est un gestionnaire de capital. Il gère des fortunes avec des algorithmes. Évidemment, il a pu s'entraîner pendant quelques années, mais il y a un lien entre les deux. Évidemment, le marché a remarqué avec quelle facilité et si peu de moyens
ils sont parvenus à compétitionner les Américains sur leur terrain. Oui. Et moi, vous voyez la citation. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'improvisation et surtout le manque de culture. Quand on le voit, là, c'est un personnage qui est extrêmement basique, comme on dit. Très peu de mots dans son vocabulaire. Très peu de mots, et vraiment une ignorance. Quand il dit, par exemple, à un moment donné, cette semaine, une de ses nombreuses déclarations, il dit « Moi, je pense que les gens de Gaza, on devrait les envoyer, je vais appeler la Jordanie, l'Égypte. » Il est au cœur de toute la question qui va faire sauter une bombe. Si jamais ça se faisait, là, ça ferait sauter littéralement une bombe qui embraserait encore une fois le Moyen-Orient. C'est une théorie, la théorie du transfert des Palestiniens, qui est soutenue par l'extrême droite israélienne. Bref, et puis en plus, le roi de Jordanie puis le président égyptien, pensez-vous qu'ils en veulent des réfugiés? Ils en ont déjà des tonnes de la guerre en Syrie, de la guerre au Soudan, etc., etc. Ouais. C'est des économies fragiles, la région est fragile. Alors, c'est tout ça qui est... c'est dangereux dans la mesure où ça manque de cohérence, ça manque de fondement et ça relève beaucoup d'attitudes extrêmement mesquines face à ses ennemis. Alors, il va falloir être extrêmement prudent. Et puis, le fait qu'après Poutine... Après Xi Jinping, le reproche que je fais à ce personnage-là, c'est son obsession du pouvoir et du contrôle que les Chinois ne peuvent plus supporter. Ça ne va pas bien en Chine. Il y a beaucoup de critiques de la part de la population chinoise, malgré ce qu'on pense. Et l'économie ne va pas bien. On peut revenir à Trump. Et non, mais ce que je voulais dire de la phrase, j'arrête là-dessus, c'est « Catastrophe is running a lot faster than cooperation ». C'est que moi, je vois aussi... parallèlement à l'arrivée de ces personnages-là, qui gèrent non seulement leur genre, mais leur vision du monde de façon extrêmement égoïste, obsédée de pouvoir et tout ça. Je l'ai dit, la crise de la COVID nous a révélé le manque de solidarité. Mais là, ça veut dire aussi que ces gens-là ne croient plus à rien de ce qui a fait la stabilité de la planète depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la coopération internationale, les Nations unies, cette idée qu'on va aider les autres, on va s'entraider, on va essayer de gouverner les crises économiques entre nous, etc. Donc, la catastrophe, c'est que tous ces gens-là dont on parle, Poutine, Xi Jinping et Trump, entre autres, ont la capacité de manœuvrer des conflits avec des armes de plus en plus dangereuses, de plus en plus létales, dangereuses. Et ça va plus vite que la coopération, qui est au contraire en train de s'effriter beaucoup. Regardez le pouvoir des Nations unies, là, le pauvre secrétaire général des Nations unies qui crie au loup sans arrêt, et puis personne ne l'écoute. Et puis aujourd'hui, là, on n'en parle pas. On n'en parlait déjà pas de l'Afrique, mais regardez, il y a une immense crise au Congo, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. On parle depuis le début de janvier, de 400 000 réfugiés qui ont été déplacés. Certains parlent de près d'1 million maintenant. Ils ont envahi, en tout cas, bref. Et personne n'a les moyens d'arrêter ça. Personne. Les gens sont tellement désespérés. Il y a beaucoup de corruption aussi dans ces pays-là, mais que les gens sont allés... dévaster, manifester, puis commencer à détruire les ambassades de France, des États-Unis et tout ça. Une question qui me vient comme ça, Jean-François. Quel dirigeant dans le monde pourrait se lever, puis peut-être avoir une espèce de contre-pouvoir? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'assez solide en ce moment? je ris parce que moi, je dis sans arrêt que moi, j'ai cru longtemps que le Canada avait un pouvoir dans le monde. C'est pas parce qu'on est une puissance moyenne qu'on n'a pas de pouvoir. Puis on a eu des premiers ministres qui l'ont cru. Trudeau critiquerait ce qui se passe. Ouais. Les choses changent, bien sûr. On ne peut pas deviner s'il le ferait. Mais vous avez entendu ce que Jean Chrétien a dit. C'est invraisemblable. Il faut remettre ces gens-là à leur place. Le Canada pourrait le faire, mais l'Europe, le problème de l'Europe, c'est que l'Europe, elle aussi, il y a moins de coopération qu'il y en avait. C'est un ensemble politique extrêmement difficile à gérer. Mais là, on est dans une période là, de choc. Et je pense qu'il y a des gens qui vont quand même se lever. Regardez bien la Grande-Bretagne. J'espère que, sans faire de politique, je pense que si voyons, notre ami Carney arrive au pouvoir, et on sait aujourd'hui que
c'est peut-être pas si impossible que ça. Un personnage comme McCartney, je respecte beaucoup ça. Je pense que c'est un personnage qui est capable de se tenir debout. Le moindre... regardez la présidente du Mexique, très intéressante. Surveillez-la, Mme Sheinbaum. Elle n'a pas elle sait ce qu'elle veut, puis c'est une femme extrêmement qualifiée, extrêmement intéressante. C'est un grand peuple, le Mexique. C'est le plus gros partenaire financier, économique, pardon, des États-Unis. C'est extrêmement important. Alors, il va y avoir des choses, c'est sûr. Mais on parle de Trump, qui est mesquin contre ses ennemis, mais il est aussi contre ses amis. Oui, dans la mesure où il n'est pas fiable. Ouais. Mais moi, je me demande même, honnêtement, quand on observe le personnage, si c'est un personnage qui va finir son mandat tellement, j'ai l'impression qu'il déraille. Mais là, c'est peut-être du wishful thinking, comme on dit. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont décrit, comme le journaliste du Washington Post qui a écrit une biographie sur lui qui s'appelle War, la biographie, où Trump lui a dit il y a très longtemps que lui, sa façon de gouverner, c'est par la peur. Alors, on voit tout de suite le genre de personnage que c'est. Alors, même ses amis ont peur de lui, là, c'est sûr. La photo que tu as sélectionnée, ça ressemble étrangement à son mugshot. Oui, exactement. Mais c'est lui qui l'a voulu. Hein. C'est lui qui a voulu que ce soit sa photo officielle. Alors, on voit un peu... Puis, il dit... je voulais un peu être comme Churchill qui a fait cette espèce de photo où, tu sais, bon, mais on parle pas du tout du même personnage, là, hein? On parle pas de la même cohérence et tout ça. Donc, quand on voit toutes les décisions qui ont été prises depuis le début, on pourra en parler en détail, le canal de Panama, toutes ces histoires-là, le Canada même, le 51e État, c'est le règne de cette espèce d'intimidation, le boulet de la cour d'école. Et puis... Moi, je pense c'est quand même le chef des armées. Oui, et c'est le chef de la plus grande puissance mondiale. C'est pour ça que c'est dangereux. Mais je pense, moi, qu'il faut faire confiance à l'appareil de gestion publique des États-Unis, les hauts fonctionnaires, les gens qui sont dans la fonction publique. Les généraux? Il ne peut pas tous les liquider. Je pense qu'il y a une culture, on le dit d'ailleurs, qu'il y a à la tête de l'armée américaine une grande culture de l'histoire, et que ces gens-là ont beaucoup plus la tête sur les épaules qu'on pense. Et puis, il ne peut pas, même s'il met tout le temps ses personnages, s'il exagère, il va y avoir... ça va être le grand test là, des prochaines semaines, ce qu'on appelle les checks and balances, parce qu'on sait que déjà... Mais regardez la Chambre des représentants, extrêmement fragile. Hein? Il y a à peine quelques républicains de plus. 3 Exactement, plus, donc c'est très fragile. Le Sénat, on va voir aussi... évidemment, ce qui nous désole, c'est que, pour l'instant, en tout cas, il ne semble pas y avoir, parmi ces troupes, des gens qui, publiquement, sont capables de le nuancer. On le voit un petit peu, là. Rubio a dit quelque chose, son secrétaire d'État. Il y a des cracks, entre autres, avec Elon Musk. Elon Musk qui est censé être un peu son financier, mais ils ont de la misère à accorder leur Oui, mais Elon Musk, ça en est justement un autre, moi, qui m'inquiète beaucoup. D'ailleurs, j'essaie toujours de comprendre. Moi, j'ai connu Elon Musk très, très jeune, quand il venait de vendre PayPal. Puis je l'ai rencontré en Californie. Il faisait une immense conférence dans ce qu'on appelle la réunion annuelle du Milken Institute. Et puis, il décrivait ce qu'il voulait faire avec SpaceX. Et c'était complètement futuriste. Il disait, on va aller miner, on va aller mine, we're going to mine the space. Donc, les astéroïdes, on va aller chercher du métal. Les concentrations de métal dans tout ça sont uniques au monde. Puis il m'a dit, il disait à l'époque, là, on était dans une salle de bal, si on ramène un morceau d'un astéroïde qui est grand comme la planète ici, c'est l'équivalent en métal concentré de ce qu'une mine peut nous donner en 40 ans sur Terre. Alors, c'était sa vision, mais regardez ce qu'il a fait, ce personnage-là, avec SpaceX, avec... Bon, la voiture, ça peut aller, mais SpaceX, c'est impressionnant et tout ça, puis... Mais regardez tout ce qu'il dit et toutes ses dérives, la prise de contrôle de Twitter, et ce qu'il en a fait, une espèce de médias d'ordures et tout ça, sans contrôle et tout ça. Puis les autres suivent tous, là, Facebook et compagnie et tout ça. Donc, moi, je pense pas à ces gens-là quand je pense à la modération. Je comprends pas qu'un gars comme Elon Musk ait créé autant d'entreprises absolument extraordinaires, autant de richesses.
et qu'il soit aussi incohérent sur le plan de ses comportements. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais je pense que dans la structure, il y a des gens qui vont apparaître graduellement. Et il va falloir qu'ils... De toute façon, parce que les conséquences économiques, puis même les conséquences sur les marchés, vont être terribles si ça continue. Absolument, parce qu'ils cherchent quand même, tout l'entourage de Trump cherche à s'enrichir quelque part. Exact. En On plus, s'approche de lui pour on n'a avoir pas parlé des de faveurs. cet aspect-là. C'est fou. C'est lui-même, son fonds de crypto-monnaie. Ah oui, crypto. Quand on pense à ces gestes-là, c'est sûr que toute la famille de Trump est autour de lui pour profiter de sa présidence, puis il s'en cache même pas. J'ai dit l'autre jour que quand il dit... Parce que c'est un personnage, honnêtement, qui a des fantasmes. Et quand il dit, par exemple, on va les enlever, les Gazaouis de Gaza, puis on va les envoyer ailleurs en leur disant, vous allez être plus en sécurité là-bas. Puis il dit, vous savez... Là, il continue son élucubration en disant, vous savez, à Gaza, il fait beau, il y a des plages fantastiques. Tu as l'impression du promoteur immobilier. Mais vous savez, je l'ai dit en ondes, son fils aîné, Donald Trump Jr., regarde la possibilité, parce que le gouvernement Netanyahou, qui est déjà un gouvernement qui dit des horreurs, mais ils disent des horreurs en dessous aussi. Oui. Et entre autres, il y a cette idée que si on réussissait à vider Gaza, ça serait, imagine-toi, un corridor sur le bord de la mer qui serait extraordinaire. Les plages sont superbes. Et les plages sont fantastiques, effectivement. Ouf, c'est incroyable. Voilà. Mais on va parler un peu de la guerre des tarifs. Est-ce que c'est sérieux? C'est quoi l'objectif? Bon, c'est drôle. Moi, les médias, je ne veux pas critiquer mes ex-collègues ou mes collègues, mais les médias tournent beaucoup là-dessus. Hein, puis tous les jours, il y a des spéculations là-dessus. Là, puis ça s'en vient, là, c'est le premier. Mais on voit déjà qu'il y a beaucoup de recul là-dessus. Puis il y a beaucoup, heureusement, de gens autour de Trump puis qui commencent à nuancer beaucoup son secrétaire au commerce et tout ça. Et puis, il va falloir voir. Mais c'est sûr que si on lit tout ça, là, il y a ce personnage qui s'appelle Stephen Miran, que tu connais peut-être, qui est un grand doctrinaire, un grand économiste. Et lui, c'est lui qui a inventé cette théorie qui dit, par exemple, les pays, là, même comme la Chine, qui gardent des dollars dans leur portefeuille et qui profitent de la force du dollar, il faudrait les pénaliser pour ça. Parce que leur monnaie croule, puis ils gardent nos dollars. Alors, et lui, il dit, les gens qui nous vendent des choses à rabais, il faut les faire payer, puis utiliser les tarifs pour les autres et pour obtenir ce qu'on veut. Alors, avec le Canada, pour l'instant, le langage officiel de Trump depuis le début, c'est un langage de menace. Il ne dit pas nécessairement que... il dit on n'a pas besoin des voitures. On le sait, l'histoire des voitures. On vend autant de voitures aux États-Unis qu'eux nous en vendent. Et ça serait un deal horrible pour les fabricants américains. Ouais. Ils fabriquent leurs voitures au Canada, ça leur coûte les 3/4 du prix que ça leur coûte aux États-Unis. Donc, il y a toutes sortes d'irréels là-dedans et tout ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de chantage dans tout ça, comme le reste. Mais c'est sûr que quand on joue avec les tarifs, et il est obsédé par ce mot-là, et son ami conseiller Miran, c'est sa théorie. Il faut imposer des tarifs partout pour obtenir ce qu'on veut et surtout être payé pour des gens qui subventionnent leurs entreprises pour nous vendre leurs produits à des prix non concurrents. C'est pour ça que s'il y avait vraiment, cette fois-ci, une renégociation des accords de libre-échange Canada, Mexique, États-Unis, moi, je pense que la bête noire, une des bêtes noires que Trump veut symboliquement là, faire tomber, c'est le système de quotas du lait. Comment on appelle ça? La gestion de l'offre. De l'offre au Canada. Ça, c'est un système que les Américains... en tout cas, c'est une très belle arme pour lui de propagande et tout ça. Peut-être que nous... parce qu'on pourrait parler du Canada dans tout ça, là. Moi, je suis, par contre, extrêmement optimiste parce que je pense qu'il était temps que les Canadiens et le Canada aient une leçon. Et ça, je crois ça à tous les niveaux. Là, vous avez vu déjà, là, on commence à dire « Ah, ben l'équivalent de nos barrières tarifaires, c'est comme si on... entre les provinces, hein, c'est comme si on avait 20 de tarifs pour nos produits au Canada. » Alors, ça fait des années qu'on veut régler ça. Il y a un traité, je ne sais pas si vous le savez, qui a été signé entre les provinces en 2017. Il y a encore je ne sais combien de tarifs internes. Notre productivité aussi, vous le savez, parce que vous observez nos entreprises. Au plancher dans les pays du G20. Pourquoi? Parce qu'on
on vend aux États-Unis, Oui. le camion traverse, on produit en canadien, puis on le vend en américain. Imaginez-vous les produits qu'on fait, les profits qu'on fait, c'est facile. Moi, je me souviens, je connais des grandes familles là, qui avaient des moulins à scie au Québec, nordiques à Chibougamau. Puis les gens qui gèrent la compagnie aujourd'hui me disent, on a passé notre enfance, là, la traque de chemin de fer arrivait dans notre cour, on remplissait le wagon s'en allait, puis on recevait un chèque des États-Unis 2 semaines après. Puis quand les Américains, on commence à dire, bien, ils ont la vie un peu facile, ils ont des terres de la couronne, ils ont ci, ils ont ça. Bref, alors, je pense qu'au Canada, on a beaucoup de choses à revoir entre nous. On est paresseux sur le plan de la productivité. Nos entreprises ne réinvestissent pas assez. Même pas dans l'automatisation. Exactement. On a, par exemple, l'intelligence artificielle, on s'en sert beaucoup moins qu'on devrait s'en servir. Tout ça fait partie de la grande productivité. Alors que c'est le terreau de l'intelligence artificielle, le Tout Québec. à fait. Alors, maintenant, le rôle de nos gouvernements, là, tu viens à ça. L'intelligence artificielle, vraiment, la naissance de ce concept et tout ça, c'est des grands savants canadiens, dont notre ami qui est à l'Université de Montréal, Banjo. Et ces gens-là, graduellement, ont vu les subventions du gouvernement canadien à la recherche et au développement de l'IA tomber, alors que tout le monde réinvestissait. Vous savez que on investit dans la recherche et le développement au Canada 1,5 % de notre PIB. Aux États-Unis, à l'échelle américaine, 3,6 ou 7 %. Les Chinois, c'est 2,8 %. À ces niveaux-là, ça fait des différences énormes. On n'investit pas assez dans notre recherche, dans notre avenir. Alors, si ça ne nous donne pas une leçon, et moi, c'est pour ça que je trouve que dans toute situation, il y a un bon côté. Puis je pense qu'on a besoin aussi, moi j'ai toujours dit, entre autres de M. Trudeau, je me permets maintenant, à mon âge avancé, de dire ce que je pense constamment, mais moi je pense, j'ai connu le père Trudeau. Vous savez, en Chine, Trudeau, ça se dit Tudo, et ça veut dire patate. Alors les Chinois, ils disent la grande patate et la petite patate. Alors, la petite patate est arrivée au pouvoir. Les Chinois, ça a été la catastrophe. Un homme sans culture, sans idée de gouvernement. Moi, je me souviens, j'avais été à Tout le monde en parle, alors qu'il venait d'être élu. Il était chef du parti de la troisième opposition. On ne pensait pas qu'il allait gagner et tout ça. Puis j'y avais dit, il avait été embêté en chambre parce que Harper voulait envoyer des avions de chasse en Irak. Et puis, c'était après la crise irakienne, beaucoup plus tard. Et puis, j'avais dit, M. Trudeau, comment se fait que quelle est votre politique? Parce que les journalistes lui ont dit, qu'est-ce que vous feriez à sa place? Puis, il n'a pas été capable de répondre. Et c'est un homme, pour moi, qui est malheureusement un être extrêmement superficiel, qui est arrivé au pouvoir, contrairement à son père, au même âge d'ailleurs, mais sans aucune vision de ce qu'il voulait faire, aucune vision de où s'en va la planète. Comment le Canada, qui a toujours joué un rôle, jusqu'à Chrétien, entre autres, extrêmement important, c'est sous Harper qu'on a complètement abdiqué et qu'on est devenu une puissance que plus personne ne respecte. Et sur le plan politique international, on n'est pas capable de se faire élire au Conseil de sécurité de l'ONU quand c'est notre tour d'y être. Alors, c'est un temps, je pense, et ça revient à notre question du début, est-ce qu'il y a des leaders qui vont se lever? Je pense qu'il va en avoir. Je ne pense pas qu'on va passer une période calme. Non. Hein? Mais il faut le voir comme ça. Il faut voir que les Américains, il a gagné, contrairement à ce qu'ils disent, la plus grande victoire de l'histoire des États-Unis. C'est d'abord sa première fois, je ne sais pas si vous le savez, quand il a été élu en 2016, il était... Le vote populaire, il a perdu. Il a perdu le vote populaire. Il n'y avait pas la majorité, la majorité des voix, la pluralité des voix. Cette fois-ci, il y a 1,5 % de plus que son adversaire. Mais tous les autres autour de lui, avant lui, avaient beaucoup plus que ça. Barack Obama, etc. Même Biden avait 5 points quelques et tout ça. Donc, c'est pas une victoire. C'est pas si... puis en fait, il fait toutes sortes de blagues aussi pour nous faire peur en disant qu'il pourrait peut-être avoir un 3e mandat. Bon, ça, c'est toute l'histoire. Mais il va falloir... J'ai espoir que le rôle de la presse, le rôle de la population américaine, le rôle des grands commis de l'État aux États-Unis, et même des quelques républicains encore censés. Et des républicains qui existent encore, qui n'osent pas se manifester, mais qui sont horrifiés par ce personnage-là. Entre autres, lorsqu'il parle d'annexion, ouais. Il y a Panama, ici on voit le canal. Ouais. Et puis, le canal de Panama, tranchons tout de suite la question, est-ce qu'il est contrôlé par la Chine? Alors, pourquoi il dit ça? Parce que
D'abord, Panama appartenait aux États-Unis, en fait, officiellement, en 1999. Le traité a été signé par Carter à l'époque, en 1976, pour rétrocéder le canal, mais il y avait une date. En 1997, les États-Unis possédaient le canal. Ils ont confié la gestion des deux ports, le port à l'entrée atlantique, le port à l'entrée pacifique, parce qu'il faut qu'il y ait des cargos qui arrivent là. Et ça monte. Et ça monte, donc les cargos sont stationnés, certains s'arrêtent dans le port, certains déchargent des marchandises, etc., etc. La gestion a été confiée à une compagnie qui s'appelle Hutchison Ports, qui est possédée par un milliardaire de Hong Kong. À l'époque, Hong Kong ne faisait même pas partie de la Chine, et n'était pas soumise à la Chine comme elle l'est aujourd'hui. Mais c'est une grande famille. Li Ka-shing, c'est un Canadien. Il a un passeport canadien. Son fils, Victor Li, c'est un Canadien. Je l'ai rencontré avec le ministre Fitzgibbon parce qu'ils avaient un projet même dans le port de Québec. Puis à Québec, il y a eu la même affaire. La population disait, on ne donnera pas notre port à des Chinois. Mais il y a une distinction à faire entre Hutchison Port, qui gère le port de Sydney, qui gère plus que 50 ports à travers le monde, qui est une grande compagnie de gestion portuaire. Elle ne contrôle pas plus le canal que la Chine. Et puis, ils n'ont pas plus de sensibilité aux Chinois, croyez-moi. Puis les Chinois, en plus, il faut le dire, les gens ne le savent pas, jusqu'en 2017, la Chine n'avait pas de relations diplomatiques avec le Panama. Pourquoi? Parce que depuis la création de la Chine populaire en 1949, il y a des pays qui n'ont jamais reconnu la Chine, puis qui reconnaissent Taïwan comme la Chine. Et puis Panama a été comme ça jusqu'en 2017. Puis qu'est-ce que les Chinois font pour les convaincre de passer de leur bord? Ils leur donnent des fortunes. Ils leur avaient promis un TGV, un métro à Panama City, etc. Rien de tout ça a été fait. Et là, on est en train de voir le Panama, depuis quelques années, modérer les transports de la Chine un peu. Donc, c'est un prétexte, c'est une image. C'est un prétexte, mais il parle quand même, s'il le faut, de prendre les armes pour aller rechercher le Panama. Et là, le mot maintenant, c'est rebuy. C'est quelque chose comme ça, on veut le racheter. Ce qui pourrait se faire. Peut-être que Panama pourrait dire, regarde, vous savez que le canal de Panama a d'énormes problèmes. Moi, j'ai expliqué à la radio comment, par exemple, le principal problème qui menace la circulation maritime dans le canal de Panama, là, je vais essayer de vous expliquer ça, c'est que le canal, il n'est pas droit. Il monte parce que la dénivellation est énorme. Quand il arrive en haut, il n'y a plus d'eau, là. Alors, il faut alimenter le canal constamment avec un lac qui est au milieu du canal et un autre lac plus loin qui est un réservoir artificiel, et c'est de l'eau douce. C'est le seul canal au monde qui doit être alimenté à l'eau douce constamment. Et parce qu'il y a de la sécheresse, le niveau d'eau baisse et pendant l'année, la circulation en 2023 a baissé de 23 %. Alors, c'est n'importe quoi. On dit n'importe quoi, mais ça montre qu'il est puissant, etc. Peut-être que les États-Unis, et peut-être que Panama voudrait, dans les circonstances, dire aux États-Unis, on vous le redonne, à condition que vous me garantissiez. Sais-tu combien le Panama fait de ristournes sur le canal? 5 milliards. C'est pas tant que ça. On peut lui garantir ce revenu-là. Ça sera à toi, mais c'est nous qui gérons. Si vraiment on a peur des Chinois, on a peur que les Chinois prennent le contrôle. Mais c'est stratégique, comme les autres endroits que tu as identifiés sur la carte qu'on voit à l'écran. Ah oui, cette carte-là, c'est... je veux pas trop parler parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent après, mais j'ai voulu montrer, tu sais, quand on veut montrer l'équilibre géopolitique dans le monde, comment actuellement on est dans une situation où dans les plus grandes voies navigables, regardez la Chine, le détroit de Taïwan, c'est l'endroit où il circule le plus grand nombre de bateaux au monde, menacés si les Chinois décidaient d'envahir Taïwan et tout ça. Là, il y a une tension militaire terrible. On a montré le canal de Panama. Le canal de Suez, c'est depuis la guerre déclenchée par le Hamas le 7 octobre qu'il y a les Houthis qui sont... Les pirates, ils attaquent des aussi. pirates qui attaquent les bateaux, tirent des missiles sur les bateaux, etc. Donc, il y a beaucoup d'armateurs maintenant qui font, au lieu de prendre le canal de Suez, qui leur économise énormément de temps, veulent pas prendre de risques et font le tour. Alors, la circulation dans le canal a diminué de 50 %. Pour l'Égypte, encore une fois, c'est un pays pauvre. C'est un revenu extraordinaire, le revenu du canal. Et l'entretien est beaucoup moins compliqué que le canal de Panama. Et donc, c'est un problème. Ensuite, on parle de toute la mer Noire. C'est un canal de circulation beaucoup entre l'Hinterland russe, l'Ukraine et tout ça, passer par le détroit des Dardanelles, s'en aller dans la Méditerranée, une voie de navigation extrêmement importante dans le monde. Actuellement,
D'abord, elle n'est pratiquement pas utilisée par l'Ukraine parce que c'est dangereux. Alors, c'est une voie qui est beaucoup moins... Alors, les Russes passent beaucoup par la mer Baltique, mais là, on le voit, il y a toutes sortes de tensions dans la mer Baltique. Il y a des complots pour couper les câbles de communication entre la Scandinavie, la Finlande et tout ça, puis le continent européen. Bref, on se retrouve dans une situation dans le monde où seulement sur ce plan-là de la navigation commerciale, on voit qu'il y aurait des effets. Là. Il y a une paralysie, il y a un problème économique. Mais c'est une bombe inflationniste. Exactement. Si le transport de marchandises est stoppé, saboté, eh bien là... Alors, les prix vont monter. On l'a vu. Ouais. Les prix des conteneurs, comment ils ont augmenté pendant la pandémie, la COVID. Là, c'était le problème. Un autre problème, c'était les ports qui ne fonctionnaient pas. Parce que la chaîne d'approvisionnement est interrompue. Et la chaîne d'approvisionnement et tout ça, mais bon. Donc, c'est un aspect seulement. Je le montre sur une carte parce que c'est physique. On peut montrer juste à cause de cette perturbation, de cette décennie dangereuse, toute la circulation maritime est vraiment en questionnement, là. C'est un choc des valeurs, mais le Canada, là-dedans, qu'est-ce qu'on a comme avenir à travers ce monde qui est en bouleversement constant? Bien, encore une fois, moi, je pense que... D'abord, on a énormément de richesses. Là. Il faut arrêter toujours de se dévaluer. On ne le fait pas systématiquement. On n'est pas aussi... encore une fois, on n'exploite pas autant ce qu'on est qu'on devrait le faire. Je l'ai dit tantôt. On a énormément de choses à repenser dans notre pays. On a été trop paresseux, trop paresseux à cause de cette espèce de relation là, où, on le sait, 75% de notre commerce s'en va aux États-Unis, puis c'est facile, ça se transporte facilement, puis on a les mêmes normes relatives, la même culture et tout ça. Mais là, si ça devient un peu hystérique, on se réveille puis on dit qu'est-ce qu'on fait. Moi, je pense que les valeurs des Canadiens, pourvu qu'on ait des leaders. Et le problème du Canada, moi, je trouve, en vieillissant, c'est qu'il y a de moins en moins de gens intéressants qui veulent faire de la politique. Et alors, on a des politiciens qui sont très à court terme, très superficiels, c'est pas des visionnaires. Et donc, on a beaucoup de misère à réagir dans des situations comme celle-là. Puis, au contraire, je pense qu'on a tous les atouts, nos ressources naturelles, une économie qui est en train de se transformer beaucoup en économie beaucoup plus durable, beaucoup plus verte. On a un secteur industriel qui avait un potentiel. Moi, j'ai dit dans mon livre sur la Chine que jamais les Chinois n'auraient laissé tomber BlackBerry, Nortel ou Bombardier, comme on a laissé tomber ces entreprises-là, qui étaient des entreprises de pointe dans leur secteur dans le monde. Nortel, les Chinois ont acheté les brevets de Nortel en masse au Huawei. Et Huawei a développé toute une industrie des télécommunications et des communications, des infrastructures de communication. Ou juste garder, par exemple, l'énergie. Oui. On se rappelle de Petro-Canada. Oui. Il y avait, je pense, une base qui était protégée. C'était des infrastructures du commerce, oui, mais avec une société de la couronne en parallèle. Tout à fait. Puis la politique nationale de l'énergie de Trudeau qui disait qu'il faut garantir le pétrole à tout le monde au Canada au même prix. Ce que l'Alberta ne voulait pas. Ils voulaient vendre leur prix dans le monde à un prix. Et là on recommence à discuter de ça. On recommence à dire, le fameux oléoduc là, qui va vers l'Est, on pourrait vraiment l'utiliser au maximum. Puis au lieu de, si les États-Unis nous boycottent puis tarifent notre pétrole, qu'on l'envoie dans l'Est massivement. Ouais, parce que là, Keystone, c'est une direction. Tout à fait. Ça s'en va aux États-Unis, puis il y a un chemin, une route. Exactement. On est cuit avec ça. Et de la même façon, là, tout d'un coup, moi, je me suis intéressé beaucoup à ce projet qui s'appelle GNL Québec. Ouais. Mais cette idée, à l'origine, c'est-à-dire, il y a du gaz dont on ne sait pas quoi faire dans l'Ouest, puis il y a un pipeline à construire qui n'est pas très long, qui part de Montréal puis qui s'en va au Saguenay, un gazoduc. Et puis, on crée là une infrastructure. Les gens, tu sais, il y avait toutes sortes de gens qui étaient contre. Mais je peux vous dire que les Amérindiens de la région étaient pour. Et ils se préoccupaient des impacts environnementaux. C'était une structure de production extrêmement, en tout cas, importante pour l'environnement. Il y avait une protection énorme. Il y avait un problème de navigation et de poissons dans le Saguenay, c'est vrai, relatif. Mais il y a des mesures d'atténuation pour ça. Tu peux aller plus lentement là où il y a vraiment des baleines, là où il y a vraiment des... Mais bref, aujourd'hui, on repense à ce projet-là. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on réfléchit à l'indépendance du Canada, puis on se dit, regarde l'Europe, ils ont des problèmes. L'Allemagne, là, ils n'en peuvent plus.
les coûts d'énergie qu'ils ont, ben, on pourrait devenir un fournisseur avec la liquéfaction du gaz naturel et tout ça. Bref, c'est vraiment moi, je pense formidable. qu'il faut retrouver nos valeurs parce qu'on a des valeurs différentes. Tu sais, 80% des Canadiens ne veulent pas de Trump. On a des valeurs extrêmement différentes de celles des Américains qui sont fondées sur des valeurs de partage et tout ça, qui remontent à il y a longtemps, le nouveau Parti démocratique, le CCF avec Tommy Douglas et tout ça, notre régime public de santé et tout ça. Au lieu de détruire ça graduellement, là, comme on le fait avec nos réformes de la santé et tout ça, là, ben, si on mettait ça en valeur, on faisait fonctionner ça beaucoup mieux et on serait, encore une fois, un modèle pour le monde qu'on a déjà été puis qu'on peut redevenir parce qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. Merci à notre invité, le journaliste Jean-François Lépine. Soyez les nôtres pour les prochaines éditions du Balado Le Planif. Nous aurons d'autres captations publiques à vous présenter. Ici Fabien Major. À bientôt.